cette présentation, et c'est aussi l'occasion de remercier les organisateurs de ce cycle de séminaire et l'occasion de dire à quel point je suis ravie d'être aujourd'hui parmi vous et de parler des sujets qui me passionnent. Dans l'introduction, je ne fais que reformuler en fait en simplifiant beaucoup ce qui a été si brillamment exposé dans l'argumentaire de ce séminaire et qui m'a inspiré le sujet de ma communication. Je pense qu'on peut éventuellement parler de la présence de deux modèles de l'histoire scolaire en Europe et même dans le monde aujourd'hui avec deux objectifs différents qui impliquent deux approches méthodologiques et didactiques complètement différentes. Donc, d'un côté, il y a l'histoire scolaire qui est assimilée à l'éducation civique ou patriotique, donc c'est l'histoire mémoire au centre de Pierre Nora ou le roman national, si on emploie l'expression de Suzanne Citron, qui est enseigné. Et donc l'objectif consiste à forger le sentiment national et ce modèle a à mon sens plusieurs particularités dont la démarche qui serait plutôt narrative. Et d'un autre côté, il y a l'histoire scolaire qui cherche à se positionner comme une initiation à l'histoire académique, et donc où on va s'intéresser à la problématisation, aux sources de nos connaissances du passé et aux limites de ces sources. On s'entraîne à l'analyse critique des documents et la naissance de ce second modèle est bien sûr le fruit de tout un long processus de la remise en question que l'histoire d'abord académique et puis ensuite scolaire a connue au cours du XXe siècle en Occident. Donc cette distinction peut paraître un peu grossière et élevée. Effectivement, il n'y a pas si longtemps, j'ai eu l'occasion, avec le soutien de l'Institut Georg Eckert, qui se trouve en Allemagne, de faire une étude de la présentation de la Révolution russe dans 75 manuels de 27 pays européens différents. Et là, on voit clairement qu'il y a des pays ou des manuels qui penchent plutôt vers l'un modèle ou plutôt vers l'autre, et ces modèles n'existent peut-être pas ou rarement à l'état pur. Mais en tout cas, la coexistence plus ou moins pacifique de ces modèles que tout ou presque semble opposer en Europe aujourd'hui est, à mon sens, une source de fragilité, d'où la nécessité justement de réfléchir à ces questions comme nous le faisons dans le cadre de ce séminaire. Donc mon principal objectif aujourd'hui consiste à démontrer que le triomphe du modèle narratif dans le contexte russe est étroitement associé à la présence d'une vision plutôt utilitariste de l'histoire scolaire qui est mise au service de l'éducation patriotique. Alors, cette vision détermine certainement ce qu'on va essayer de démontrer, le choix pédagogique des enseignants, et tant que l'histoire scolaire sera assimilée à de l'éducation patriotique, les approches didactiques, et notamment ce fameux modèle narratif, ne vont pas évoluer. Et donc, l'interrogation qui est au cœur de cette étude que j'ai menée, et dans quelle mesure l'action pédagogique ou ce qu'on peut appeler le curriculum réel s'accorde avec le curriculum formel russe que j'étudie depuis 7 ans à travers justement les manuels scolaires d'histoire. Donc dans la première partie, qui va être peut-être un peu plus longue que la seconde, je vais présenter le contexte qui a forgé l'histoire scolaire russe dans son état actuel. Je parlerai beaucoup de la tradition soviétique, du cadre politique et institutionnel, de ce qu'on peut appeler, en empruntant l'expression à Patricia Legris, le circuit d'écriture, et de l'évolution du curriculum formel et principalement des manuels. Je vais expliquer également pourquoi je me concentre autant sur les manuels. Et ensuite, la seconde partie sera consacrée à l'étude des supports élémentaires
complémentaires de l'action pédagogique, en l'occurrence les présentations PowerPoint qui ont été mises en ligne par des enseignants russes. Donc l'histoire scolaire post-soviétique, et je pense que ça c'est assez sûr, ne peut pas être abordée en dehors de l'histoire scolaire soviétique, de cet héritage très très lourd. Donc quelques brèves informations. Donc, en 1923, l'histoire a été supprimée en URSS en tant que discipline scolaire. Elle a été jugée dépassée et inutile car éloignée de la vie réelle vers laquelle la nouvelle école soviétique voulait justement se tourner. Les facultés d'histoire d'ailleurs dans les universités ont été également fermées et l'histoire scolaire revient en force en 1932 avec donc l'abandon du projet de la révolution mondiale, l'affirmation du pouvoir absolu de Staline et la volonté de renouer avec le passé. Et on remarque que malgré une grille de lecture marxiste qui se veut scientifique, en tout cas qui crée cette illusion de quelque chose de précis, de logique, c'est un vrai roman national au sens le plus classique du terme, qui ferait certainement plaisir à la liste, qui revient dans cette URSS stalinienne des années 30. Donc, du côté du curriculum formel, ce sont surtout les manuels qui représentent un intérêt, car les programmes dans le contexte soviétique comme post-soviétique sont très très peu informatifs. Donc, on ne peut pas en tirer grand-chose. La rédaction des manuels était une question à l'époque de première importance pour l'État. En 1934, on sait que Staline, Zhdanov et Kirov ont évolué personnellement le texte du nouveau manuel scolaire d'histoire qu'ils ont jugé insatisfaisant. Et en 1936, donc, le concours national en vue de la création d'un manuel d'histoire de l'URSS pour l'école a été lancé et on sait que Staline a apporté personnellement des corrections au texte gagnant, celui d'Andrei Chistakov, publié en 1937 et qui continuait à paraître jusqu'en 1955. Donc là, vous avez la première page de la première édition de 1937. C'est un manuel donc, qui s'adresse aux enfants âgés de 10-11 ans et qui est très intéressant parce qu'il est vraiment construit comme une narration, presque comme un roman. Ça commence par une scène où les enfants jouent à côté d'une rivière et ils trouvent des objets étranges qu'ils vont apporter à leur professeur et qui va leur expliquer que ce sont des ossements des animaux préhistoriques qui ont désormais disparu. Et c'est l'histoire de l'URSS, je rappelle. Et des silex qui ont été fabriqués par les hommes préhistoriques. Et donc ensuite s'engage ce récit qui se termine par l'adoption de la constitution stalinienne de 1937. Pendant toute l'époque soviétique, la rédaction des manuels d'histoire a été étroitement surveillée. Il n'était bien sûr pas question pour les auteurs de prendre l'initiative sans la sollicitation du parti. Les éditions spécialisées en littérature scolaire qui s'appelaient Uchpedgiz au début mais qui ensuite s'appellent Prasvещение comme l'instruction ou même Lumière parce qu'en russe c'est pour Prasvещение, c'est le siècle des Lumières, représentent donc une section d'un comité d'État auprès du Conseil des ministres. Et ces éditions sont chargées de publier des manuels pour chaque discipline et chaque niveau. Les manuels d'histoire soviétique ont cette particularité qu'ils durent très longtemps. Ils ont une longévité vraiment exceptionnelle. Ils peuvent être réédités pendant 2 voire 3 décennies. Et quand on les regarde, on voit qu'on est au cœur d'un modèle vraiment figé. Qui fait que la différence n'est pas si importante entre un manuel, par exemple l'histoire du XXe siècle, publié en 1952, donc 1 an avant la mort de Staline, et un manuel publié en 1989, donc, alors qu'on est en pleine perestroïka. Le texte narratif et dogmatique occupe environ 85% des pages. Il est divisé en paragraphes qui sont regroupés dans des chapitres. Chaque paragraphe est suivi de questions et qui invitent à résumer le contenu, à recopier de nouveaux termes, donc qui visent plutôt la mémorisation. Et quelques documents destinés à illustrer la narration sont également présents.
Et lorsqu'il s'agit du contenu, donc les conclusions que les élèves doivent tirer du récit d'un événement sont proposées directement dans le texte, donc on ne demande pas de chercher des explications ou de comparer plusieurs points de vue, parce qu'il n'y a pas plusieurs points de vue. Il n'y a pas d'événements ou de phénomènes inexplicables. Donc la grille de lecture est bien évidemment marxiste et c'est observable également par cette distinction entre les phénomènes dits progressistes et réactionnaires et également à travers le terme auquel on reviendra, objectif ou légitime au sens logique ou inévitable d'un phénomène ou d'un événement. Donc en général, on voit qu'il y a une constance de structure, de terminologie, et d'ailleurs, lorsque un collectif d'auteurs est réuni afin de préparer un nouveau manuel, ils vont implanter les passages entiers des manuels préexistants. Donc on sent que la notion des droits d'auteur n'existe pas vraiment, ou ne s'applique pas en tout cas. Et donc la grande question qu'on peut se poser, c'est dans quelle mesure les enseignants, dont la formation a été d'ailleurs également très encadrée, suivaient ce canon narratif et didactique. Alors, dans sa thèse sur l'enseignement de l'histoire en Biélorussie, qui à l'époque faisait partie de l'URSS, ma collègue Anna Zadora de Strasbourg rapporte le témoignage d'un ancien professeur d'histoire qui exerçait dans les années 60-70 et il dit avoir organisé en classe les débats entre Lénine et Trotsky, entre Lénine et Staline, etc. Mais tout invite à penser que dans leur large majorité, les enseignants reproduisaient fidèlement, et même trop fidèlement, le discours d'Emmanuel qui, comme nous avons constaté, reproduisaient leur propre discours. Alors, je n'aurai pas le temps de m'arrêter là-dessus, mais il y a une théorie très intéressante qui permet d'expliquer cette reproduction. Elle a été proposée par l'anthropologue américain d'origine russe, Alexei Yurchak, dans son livre qui s'appelle Everything Was Forever Until It Was No More. Et alors, il ne s'occupe pas du tout d'Emmanuel, il se penche sur ce qu'il appelle le discours autoritaire soviétique en général, donc il va analyser des rapports, des réunions, le langage de la presse, et il considère qu'à l'époque post-stalinienne, plus personne ne pouvait fournir un métadiscours capable d'attester la conformité d'un texte à la norme. Et donc cette norme imaginaire pouvait être respectée uniquement grâce à l'imitation et à la reproduction interminable des passages des textes préexistants. Et c'est exactement ce qu'on trouve dans les manuels soviétiques. Après 1985 et l'arrivée de Mikhaïl Gorbatchev à la tête du parti et de facto de l'État, le rideau de fer devient de plus en plus poreux. Les influences occidentales sont palpables dans de nombreux domaines. La glasnost, c'est d'ailleurs, on le sait, c'est beaucoup joué sur le terrain de l'histoire. C'est la fameuse réécriture des pages blanches. La moitié des publications dans les journaux qui étaient très lues à l'époque étaient consacrées à l'histoire et un débat à propos du passé se met en place. Mais lorsqu'il s'agit de l'histoire scolaire, en tout cas du curriculum formel, de ce qui est censé être enseigné, là on est face à une forteresse qui a résisté, qui a tenu jusqu'au bout, qui a résisté à toutes les révélations liées au passé, sans parler d'éventuelles influences occidentales. Certes, l'examen d'histoire à la fin du cycle d'études secondaires a été aboli en 88 jusqu'à la publication des nouveaux manuels en 89, mais justement on s'aperçoit que ces nouveaux manuels montrent l'attachement au récit établi. Alors, on sent que les auteurs ne peuvent pas faire comme si de rien n'était, mais ils vont expliquer à la fin de chaque paragraphe pourquoi, je cite, les historiens bourgeois réactionnaires ont tort. Donc, il y aura une petite explication et on sent qu'ils tiennent vraiment, en tout cas lorsqu'il s'agit du récit du XXe siècle, ils tiennent à la Révolution, à ces idéaux socialistes, à cette expérience soviétique. Mais lorsqu'on regarde les pratiques de l'enseignement, bien évidemment, le fossé se creusait entre l'histoire qui était présentée par les manuels scolaires et celle qui était dévoilée par la presse
et une partie des enseignants de l'époque compilaient leurs cours à partir des publications récentes, se tournaient vers les travaux des historiens occidentaux qui commençaient juste à apparaître, à être traduits en russe, et notamment vers l'école des annales. Ils se sont lancés dans l'innovation, et ils essayaient de nouvelles méthodes, ils échangent leur expérience, etc. Mais il faut dire que d'autres se sentaient vraiment désespérés ou exprimaient ouvertement leur volonté de résister. Donc il y a un fort courant conservateur qui est présent à cette époque au sein du corps enseignant. Dès la chute de l'URSS, la réforme de l'enseignement se met en place avec la nouvelle loi sur l'éducation qui a été adoptée d'ailleurs très très rapidement après la chute de l'URSS en 1992. C'est l'une des premières grandes lois adoptées. Alors les grands axes de la réforme sont l'abandon de l'idéologie, la démocratisation, l'humanisation de l'enseignement. On sent vraiment cette volonté de tourner l'école vers l'élève. Mais après la chute de l'URSS, et ça c'est très important, la dimension éducative de l'enseignement secondaire n'a jamais été remise en cause. Et elle apparaît notamment dans cet article publié en 1995 dans la Revue internationale d'éducation de Sèvres. Alors l'auteur, il a analysé les textes officiels, mais il a aussi un petit peu regardé les pratiques sur le terrain et il note, donc, au terme de cette évocation du projet éducatif russe, rappelons qu'il a repris à son compte le souci d'éduquer qu'avait affirmé l'école soviétique, et c'est un cas original au regard des écoles européennes occidentales. Donc le cadre change bien sûr pour ce qui concerne la publication des manuels. La nouvelle loi sur l'éducation établit la notion des normes éducatives. Le mot russe c'est standard, comme les standards, qui déterminent le contenu obligatoire des programmes qui sont généralement associés à un manuel, et à partir de ces programmes, les établissements vont construire leur plan éducatif. C'est également la fin du monopole des éditions Pressfishing et un marché de la littérature scolaire petit à petit se met en place. Mais afin d'assurer le contrôle de ce qui paraît sur ce marché, l'État a instauré le Conseil fédéral d'expertise qui dépend du ministère de l'Éducation et qui est donc chargé d'évaluer les nouveaux manuels et de les labelliser. Alors en ce qui concerne les auteurs, on constate donc que la majorité écrasante des auteurs des manuels post-soviétiques en général, pas uniquement ceux des années 90, ont été formés dans des institutions soviétiques. Alors ça paraît évident lorsqu'il s'agit des années 90, mais on s'aperçoit que même dans les années 2000 et 2010, cette génération n'a pas vraiment été suppléée. Et les membres des équipes de rédaction des manuels post-soviétiques ont souvent travaillé et fait leurs recherches en tant que parfois historiens au sein des établissements soviétiques. D'ailleurs, certains d'entre eux ont été également auteurs des manuels à l'époque soviétique, même si ce cas reste marginal, et certains ont travaillé dans des institutions comme la Haute École du Parti, etc. Et d'ailleurs, lorsqu'on parle de ce Conseil fédéral d'expertise, il a également réuni plutôt des personnalités issues de l'école soviétique. Et donc, aucune surprise, les manuels des années 90 affichent une continuité avec leurs prédécesseurs soviétiques. Donc, du côté du modèle en général, le texte, c'est toujours le texte narratif et linéaire qui domine. Les paragraphes s'achèvent toujours par une liste de questions suivies de documents, et les outils didactiques restent donc très rudimentaires. Et en plus, contrairement aux manuels soviétiques, faute souvent de moyens, une partie de ces manuels n'est pas illustrée du tout. Donc on peut trouver un manuel qui contient jusqu'à 650 pages de texte brut, voilà, pour celui-ci. Il y a cependant beaucoup de questions qui invitent à réfléchir, à comparer, à exprimer une opinion. Donc ça, c'est un grand changement.
Et les documents sont nombreux et longs. Justement, je dirais que la composante la plus intéressante des manuels des années 90, qui a disparu par la suite, ce sont ces documents qui justement permettent qui offrent cette approche critique au passé que le texte principal parfois ne propose pas. Donc du côté du contenu justement des chapitres, un manuel c'est toujours et encore un récit. Les élèves sont pensés comme des récepteurs passifs, obligés en quelque sorte de croire sur parole. On ne leur dit pas qu'ils sont confrontés à l'une des versions ou des interprétations possibles de l'histoire qui est reconstituée à partir de quelque chose. Et malgré la libération de l'emprise de l'idéologie marxiste, les manuels sont restés dogmatiques et moralisateurs. Il y a beaucoup de jugements de valeur et même on trouve les rudiments de la terminologie marxiste, notamment à travers ce mot objectif, comme si l'histoire obéissait à des lois. Les aspects politiques et économiques continuent à occuper la place dominante dans la narration. L'histoire des personnes ordinaires vécues au quotidien peine à y trouver sa place. Donc on sent que cette tendance a essayé de percer mais n'a pas vraiment réussi. Et il y a également une forte dimension patriotique tournée vers la glorification non pas de l'État qui s'est montré défaillant, mais du peuple qui est brave, courageux, qui supporte beaucoup de choses, etc. Et on trouve également à cette époque 3 manuels ou séries des manuels, donc ce sont les 3 premières images, qui affichent quand même une volonté de rupture avec la tradition soviétique du point de vue de la méthodologie ou du contenu ou des deux. Mais aucun ne sera édité après 2003. Et on trouve également 2 séquences de cahiers qui sont censés remplacer les manuels, basés essentiellement ou exclusivement sur les documents bien organisés. Et la deuxième série, donc ce n'est pas la 4e image, mais une autre dont je n'arrive même pas à retrouver la trace, serait préparée avec l'aide de l'association européenne Euroclio. Mais ces cahiers ont suscité peu d'enthousiasme chez les enseignants qui souhaitaient travailler avec des livres plutôt dogmatiques. Donc justement, en parlant des enseignants, bien évidemment, le cadre a changé. Ils disposent désormais de la liberté de choix des méthodes, des manuels, des supports, ainsi que des formes d'évaluation. Ils ne sont d'ailleurs pas obligés d'utiliser un manuel pendant leur cours, mais devant ce vide idéologique et méthodologique, la Terre se déroulait un peu sous leurs pieds, puisque bien sûr la plupart ont été formés à l'époque soviétique et ont commencé à exercer donc sous l'URSS. L'agenda politique des années 90 incitait plutôt à abandonner entièrement le roman national soviétique. Le contact, certes très limité, avec l'histoire scolaire occidentale qui avait parcouru un si long chemin, invitait à accepter le pluralisme, à adopter de nouvelles approches épistémologiques et didactiques, mais quel modèle choisir, de quelle école s'inspirer et surtout pourquoi renoncer au modus operandi soviétique qui semblait au final fonctionner si bien. Donc plusieurs chercheurs occidentaux à l'époque sont allés en Russie pour enquêter sur les évolutions récentes de l'histoire scolaire russe et justement qui ont l'avantage d'offrir ce regard extérieur. Il y a eu l'italienne Maria Ferretti, l'allemand Robert Mayer, la française Annie Tchernychev, la britannique Catherine Merivale, et tous parlent dans leurs publications de ce malaise des enseignants et des représentants justement des circuits d'écriture, ceux qui créent des normes, des manuels, ceux qui les labellisent, etc., à diverses échelles devant
la liberté et l'inconnu. Donc il y a notamment cette citation d'un enseignant: qu'est-ce que la vérité? Peut-on toujours dire la vérité aux enfants? Ne risque-t-elle pas de briser la foi en des idéaux, de détruire le patriotisme? Et c'est Annie Tchernychev qui rapporte cette réplique et qui continue: l'idée qu'il puisse exister plusieurs manuels différents surprend. Y aurait-il donc plusieurs diagnostics à l'histoire? De même, en 2000, une collègue a confié à Catherine Meridel: à tous les niveaux administratifs, ils s'attendent à ce qu'on leur dise lequel des manuels est bon. On passe donc aux années 2000 et 2010, qu'on peut, je pense, sans exagérer, appeler les années Poutine, où des vastes réformes dans le domaine de l'éducation ont été menées, et ce domaine est enfin déclaré prioritaire pour l'État, alors qu'il était souvent délaissé, surtout financièrement, dans les années 90, dans le contexte qui était celui d'une gravissime crise économique. Notamment, la réforme de l'examen d'État unifié se met en place au cours des années 2000. C'est un examen qui s'inspire largement du modèle américain, où les points obtenus lors d'une épreuve de fin d'études secondaires vont servir pour pouvoir candidater dans les établissements supérieurs. Et il a eu des conséquences directes sur les pratiques de l'enseignement sur l'histoire, surtout dans les classes terminales, où les cours se transforment parfois en entraînement pour cet examen, dont une partie se présente sous forme de QCM. En même temps, dès le début des années 2000, l'État russe réévalue son rapport à l'histoire. On assiste à la mise en place d'une vraie politique historique, souvent par le biais de ce qu'on appelle l'éducation patriotique, non pas seulement de la jeunesse, mais de la population en général. On parle bien sûr de la politisation de l'histoire, et une historienne russe emploie même le terme de l'historisation de la politique, puisque selon les propos d'un autre historien, l'histoire apparaît comme le langage de la politique par excellence. Donc, c'est Nicolas Koposov de l'Institut Smolny de Saint-Pétersbourg. L'année 2009 a été également marquée par la création d'une commission au nom très parlant, la commission de lutte contre les tentatives de falsification de l'histoire au détriment des intérêts de la Russie. Alors si la commission sera discrètement dissoute en 2012, la volonté qu'elle symbolise, celle de mettre en place une vraie politique mémorielle, restera. Et au début des années 2010 ont été également adoptées de nouvelles normes éducatives fédérales qui vont donc énumérer les objectifs de l'enseignement secondaire en général, pas uniquement de l'enseignement de l'histoire. Et par rapport aux normes de 2004, on perçoit cette différence. Il y a le mot patriotisme qui apparaît beaucoup. Donc l'éducation doit viser le patriotisme, le respect vis-à-vis de la patrie, du passé et du présent de la nation russe multiethnique. Et on doit éduquer au sentiment de responsabilité et du devoir à l'égard de la patrie. Et très très vite, ce sont les manuels scolaires d'histoire qui suscitent l'intérêt des autorités politiques, puisque entre 2003 et 2014, on compte au moins 9 interventions de Vladimir Poutine au sujet des manuels d'histoire, et Dimitri Medvedev a soulevé ce sujet au moins 5 fois. En 2003, Poutine a notamment déclaré que ces livres devaient inculquer aux élèves un sentiment de fierté pour leur pays. En 2012, il a dit qu'ils devaient véhiculer des valeurs citoyennes qui consolident la nation. Ces références de plus en plus fréquentes au manuel d'histoire s'accompagnent généralement d'une volonté de vérifier leur contenu, de les standardiser et, selon l'expression de Poutine comme de Medvedev, de mettre de l'ordre dans ce domaine. Et Poutine était réellement hanté par l'idée, fausse d'ailleurs, que les manuels existants étaient financés par des fondations étrangères et donc par définition ils ne pouvaient pas être patriotiques. Donc on sent cette perception très utilitaire du manuel scolaire d'histoire. Effectivement, dès le début des années 2000, des mesures ont été mises en place en vue de restreindre le choix des manuels d'histoire.
En 2003, le ministère de l'Éducation a pris l'initiative de retirer le label au manuel d'Igor Deboutsky. C'était un manuel d'histoire du XXe siècle qui était très critique dans ses analyses du passé soviétique comme post-soviétique, même si, et c'est très important de le remarquer, le premier cas d'interdiction d'un manuel dans la Russie post-soviétique a eu lieu à la fin des années 90. Et là, l'initiative ne provenait pas du tout du ministère, mais au contraire, il s'agissait des initiatives locales. Donc, le manuel en question a été interdit dans plusieurs régions et non pas partout en Russie. Les années 2006-2009 ont été marquées par la parution d'une série de livres rédigés avec le soutien plus ou moins discret de l'administration du président. En 2007, un mois avant d'être nommé vice-ministre de l'Éducation, Isaac Kalina a appelé à ne pas associer l'histoire savante au contenu des manuels scolaires, car, c'est la citation que vous avez à droite, car leurs missions sont différentes. Enfin, le projet d'un manuel unifié a été initié par Vladimir Poutine en 2013, début 2013. Et donc, après 2 ans de préparation et de débat, il a abouti à la publication non pas d'une, mais de 3 séries de manuels conformes au principal document de cadre issu de ce projet qui s'appelle le standard historique et culturel et qui en fait résume en quelques paragraphes chacune des époques et recense les faits, les noms et les dates qui doivent figurer obligatoirement dans les nouveaux manuels. Mais en réalité, ce standard ne change pas grand-chose puisque dès le début des années 2000, il y a un vrai modèle du manuel d'histoire se met en place et les nouveaux manuels unifiés correspondaient finalement parfaitement à ce modèle. Et même Alexandre Tubarian, qui est vice-ministre de la Société historique russe et qui est chargé de piloter justement la mise en place de ce projet de manuel unifié, à un moment il a reconnu dans un entretien télévisé que lui, tous nos manuels se ressemblent beaucoup. Et d'ailleurs, effectivement, ils se ressemblent du point de vue didactique comme du point de vue du contenu. Donc ce sont toujours des textes narratifs où l'auteur se positionne en connaisseur de vérité. La réduction du nombre de pages a été par contre justifiée par la volonté de ne pas surcharger les élèves, donc on ne trouve plus les manuels de 600 même 500 pages. Il y a beaucoup plus d'illustrations, ce qui en soi est une bonne chose. Ça veut dire que la publication des manuels est beaucoup mieux financée. Mais par contre, dans les manuels, lorsqu'il s'agit des manuels d'histoire du XXe siècle, cela pose un problème puisqu'il y a cette pratique où les photos de la presse soviétique ou les images de la propagande soviétique sont largement utilisées sans qu'on enseigne justement une approche critique à ces images. On y trouve beaucoup moins de documents qui deviennent beaucoup plus courts et leur rôle est désormais essentiellement illustratif. Les types de questions et d'exercices sont par contre beaucoup plus variés et peuvent solliciter des sources extérieures. Les auteurs sont au courant que l'accès à l'Internet s'est généralisé, mais si voilà, il y a une question ou un exercice d'analyse, les conclusions sont quand même souvent orientées. On va justement le voir également sur les présentations. Les rapports conséquences-causes, les liens logiques entre les événements sont établis dans le texte, donc l'élève n'a pas à les chercher lui-même. Et lorsqu'on parle brièvement du contenu, donc là il y a juste quelques pages des manuels des années 2000 et 2010, principalement 2010 d'ailleurs. Voilà, pour résumer le contenu, il propose une vision beaucoup plus positive du passé national que les manuels des années 90. Donc là, c'est assez flagrant, voilà, même si des fois la présentation de tel ou tel événement peut être plus critique que dans un manuel publié dans les années 90, mais voilà, la grosse tendance, c'est ça.
On y voit cette volonté d'affirmer la continuité entre les différentes périodes de l'histoire nationale, alors que les manuels des années 90 parfois voyaient la période soviétique comme vraiment une rupture. Voilà, il fallait en gros reprendre là où on s'est arrêté avant 1917. Mais c'est d'ailleurs une volonté qui a été formulée à un moment par Vladimir Poutine, qui est cette continuité. La dimension patriotique se tourne plutôt vers la glorification de la force et de l'unité de l'État. Et il y a cette forte idée de l'animosité des puissances étrangères à l'égard de la Russie, quelle que soit l'époque enseignée. Mais donc cette analyse des manuels a bien sûr ses limites et on peut se poser quelques questions tout à fait légitimes, à savoir dans quelle mesure les enseignants adhèrent à cette politique, quel est l'usage des manuels en classe, est-ce qu'ils sont utilisés, peu, beaucoup, pas du tout, dans quelle mesure les approches didactiques pratiquées par les enseignants et leur discours en général rejoignent les manuels. Et donc, avant de me lancer dans l'analyse de ce nouveau corpus, je voudrais juste évoquer 3 faits qui peuvent être utiles. Donc, d'abord, les résultats de l'enquête de Thalys menée en 2013 qui montrent que la moyenne d'âge des enseignants du secondaire est de 52 ans, ce qui veut dire que la majorité a fait ses études secondaires et supérieures à l'époque soviétique. Donc il n'y a malheureusement toujours pas de résultats pour l'enquête qui a été menée en 2018. On note également qu'il n'y a pas eu de résistance aux injonctions patriotiques des autorités politiques. Et là, je me base sur une étude récente qui est parue en 2017 d'une sociologue russe qui s'appelle Anna Salina et qui a beaucoup justement exploré le terrain. Elle a mené beaucoup d'entretiens avec les enseignants et les directeurs des établissements et qui lui disait mais on n'a pas attendu à ce que les programmes de l'éducation patriotique nous tombent du haut afin de pour faire de l'éducation patriotique parce qu'on est persuadé que c'est ça notre mission, l'école est là pour ça, donc voilà, et d'ailleurs toute la recherche est consacrée à l'éducation patriotique à l'école en Russie. Et on note également qu'il n'y a pas eu de résistance à ce processus de l'unification des manuels, puisque 2 pétitions démontrant les dangers de l'enseignement unifié et non critique de l'histoire ont été signées par un nombre très restreint de représentants de l'histoire plutôt académique et c'était essentiellement des moscovites, donc 38 signatures en 2013 et 65 en 2014. Et on sent également à travers les publications qui datent des années 2000 et 2010 que l'idée de ne conserver que quelques manuels, voire d'adopter un manuel unique, est populaire chez les enseignants d'histoire tout au long de cette période. Et donc, il m'a semblé intéressant d'analyser ce corpus jamais exploré des diaporamas, préparés et mis en ligne par les enseignants parce qu'il permet d'un côté d'entrevoir ce qui se passe dans les salles de classe et d'un autre côté explorer la variété des contextes dans lesquels exercent ces enseignants parce que les manuels, il faut le savoir, ce n'était pas le cas dans les années 90 mais aujourd'hui c'est le cas, sont tous publiés à Moscou et pratiquement 100% d'auteurs, des auteurs travaillent à Moscou. Alors ce corpus a certes ses limites car il ne permet pas de restituer l'intégralité de l'action pédagogique. Il ne nous éclaire pas non plus sur ce qu'on appelle le learning outcome, c'est-à-dire ce que les élèves apprennent réellement de ces cours, mais ça permet quand même de s'en rapprocher. Donc j'ai analysé 30 présentations PowerPoint qui ont été mises en ligne entre 2010 et 2018. Je les ai retrouvées sur ces 2 sites où les enseignants partagent leur matériel pédagogique. Alors, il n'y a pas que des présentations, il y a également des plans des cours, etc., toutes sortes de supports. Parfois, justement, ces diapos sont postés dans le cadre des concours. Voilà, lorsqu'il s'agit
de sélectionner les 3 meilleurs. Et j'ai surtout utilisé le premier site qui s'appelle Учительский портал, le portail des enseignants, puisque déjà il est très bien construit, il m'a facilité beaucoup la recherche et la prévisualisation des diaporamas. Et ce qui m'a plu aussi, c'est que là, les enseignants, enfin d'autres enseignants peuvent laisser des commentaires. Donc on sait en même temps quelles réactions suscitent ces diaporamas qui ont été mis en ligne. Et justement, cela m'a permis de savoir que ces commentaires sont généralement bienveillants et que le contenu n'est jamais critiqué. Donc lorsqu'il y a des critiques, il s'agira plutôt de dire voilà, il faut changer le fond parce qu'on ne voit pas bien, les caractères sont trop petits, là il y a trop d'images, là il y a trop de texte, etc. Mais jamais sur vraiment ce qui est dit dans ces présentations. Donc, en ce qui concerne les auteurs qui ont posté ces diaporamas, alors je me réjouis particulièrement de cette géographie très vaste qu'on ne pourrait jamais explorer parce que la Russie est un pays immense dans le cadre d'une étude sur le terrain. Donc, vous voyez en vert les sujets de fédération, donc c'est le nom des régions russes, d'où viennent ces enseignants qui ont publié leurs diaporamas. Donc ça va de Khabarovsk et de Primorsk, Krai de Primorsk, qui sont à la frontière de la Chine orientale et de la Corée du Nord, à Kaliningrad, qui est donc l'ancienne ville de Königsberg, donc de l'ouest à l'est. Et je me suis également particulièrement réjouie du fait que donc, tous les enseignants déjà ne sont pas moscovites. Il y a que 3 présentations qui viennent de Moscou. D'autres auteurs viennent de 19 autres villes russes plus ou moins importantes, mais il y en a également 6 qui enseignent dans les campagnes. Lorsqu'il s'agit du type de l'établissement, donc 25 enseignent dans des établissements de l'enseignement général et 5 dans des établissements spécialisés, par exemple militaires, professionnels ou correctionnels. Donc malheureusement, je n'ai aucun moyen de connaître l'âge de ces auteurs et cela m'aurait beaucoup intéressé. Alors j'ai pu trouver quand même quelques photos sur les sites des établissements ou sur les réseaux sociaux lorsque c'était vraiment identifiable qu'il s'agit de cette personne-là, peut-être 4 ou 5, et donc il s'agit effectivement des personnes qui sont grands-parents, qui sont pas jeunes, voilà, on va dire ça comme ça. Malheureusement, voilà, j'ai pas d'autres grilles méthodologiques parce que voilà, il n'y a aucune information sur leur date de naissance. En ce qui concerne l'usage, alors les diapos concernées qui ont été sélectionnées pour l'analyse sont celles qui accompagnent les cours principaux et non pas des cours plus ludiques ou qui contiennent des jeux ou des quiz à faire à la maison pour réviser. Elle s'adresse aux élèves âgés de 12 à 17 ans. J'ai choisi uniquement tout ce qui concerne l'histoire de la Russie parce que pour moi, vu tout ce que j'ai déjà fait, c'est beaucoup plus facile de travailler avec ce type de corpus. Donc c'est réparti assez, je dirais, équitablement par époque, par rapport au programme. Donc il peut s'agir de la Russie médiévale, de la Russie du XVIIe au XIXe siècle et bien sûr de la Russie soviétique. Alors, il peut s'agir des présentations qui recouvrent plusieurs siècles, des présentations consacrées à un événement particulier, les présentations biographiques et également des présentations qui portent sur, par exemple, un mouvement politique. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans ces présentations et qu'est-ce qu'on trouve exactement sur les slides? Donc, on trouve d'abord et avant tout beaucoup de textes narratifs. Donc, là, 3 exemples de diapos. Alors, je ne saurais pas dire si c'est copié à partir d'un livre ou si c'est vraiment l'auteur qui a rédigé ça, mais donc beaucoup de textes. On y trouve également des images.
seul ou éventuellement accompagné d'une légende. Et là, encore un exemple d'une présentation qui par contre est construite surtout à partir des images. Donc elle porte sur ce qu'on appelle la première guerre patriotique en Russie. En France, on appelle ça la campagne napoléonienne, la campagne de Russie. Donc là, il y a pratiquement que des images avec des légendes qui manifestement servent à accompagner le récit de l'enseignant. On y trouve également des cartes, des schémas, des listes, je vais ensuite parler de ces listes, des définitions, des questions et enfin des extraits des documents. Et donc, après avoir analysé ce corpus, je suis arrivée à 4 grandes conclusions. Donc, la première, c'est l'importance des manuels et des normes éducatives. Les manuels, on le sent, sont présents dans la préparation des cours, dans le travail en cours. C'est avec les manuels que l'élève va faire son devoir. Donc d'abord, on sent que ce sont des manuels qui servent souvent de base pour des schémas narratifs. Par exemple, le diaporama sur la Grande Guerre patriotique, qui est très très grand, reprend exactement la trame du récit que proposent les manuels des années 2000 et 2010. Les manuels alimentent également les diapos, donc des fois lorsqu'il y a une liste des sources, il y a des manuels qui sont cités et servent d'appui pour les exercices. Justement, ce sont les 2 premiers exemples. Le travail en cours ou le devoir à faire à la maison consiste à lire et à mémoriser un paragraphe du manuel et à répondre aux questions. Et j'ai également remarqué qu'il y a peut-être un peu plus de 10 présentations qui font explicitement référence à un manuel dans la liste des sources lorsque justement il s'agit d'un devoir. Et dans 8 présentations, c'est toujours la même série des manuels qui est sollicitée. Donc manifestement, les enseignants ont leurs préférences et là on a l'impression, en tout cas en regardant les diapos, qu'il y a 10 manuels ou 3 ou 1, finalement ça ne fait pas beaucoup de différence. J'ai été également surprise de découvrir que les normes éducatives sont également présentes, notamment dans les notices explicatives, lorsqu'il y en a une qui accompagne les présentations, ou dans l'introduction même de la présentation qui va parler des objectifs du cours, et ces objectifs sont justement largement inspirés par les normes éducatives, les fameux standards, alors que justement Isaac Kalina, que j'avais cité tout à l'heure, avait exhorté de s'occuper surtout des manuels en disant que mais les standards, de toute façon, les enseignants ne les lisent jamais, ne les regardent jamais, donc il faut travailler pour rendre plus patriotique le contenu des manuels. Et bien, manifestement, les enseignants les regardent quand même. La deuxième conclusion, et certainement la plus importante, c'est vraiment le cœur de ce que je voudrais en tirer, c'est le fait que le contenu est mobilisé au profit d'une narration. C'est une vraie histoire-mémoire qui apparaît à travers ces diaporamas. Donc d'abord, on y trouve une structure chronologique, alors sauf 2 présentations, ce n'est vraiment pas applicable, et une présentation qui est vraiment à part, parce que là, c'est le choix de l'auteur, il le dit explicitement, il est construit avec un macro qui est très sophistiqué, qui justement permet de changer l'ordre des diapos pour construire le cours comme on veut, mais ça reste assez exceptionnel. Rien ne reflète l'existence de la pluralité d'hypothèses ou de lectures du passé. Bien au contraire, on trouve beaucoup de phrases un peu étonnantes, comme par exemple les contemporains de Stolypine pensaient que, mais en réalité nous avons pu constater que, où le saint et vénérable prince Alexandre Nevsky fut reconnu, on ne sait pas par qui, comme un symbole national. Ou encore, les populations autochtones de la Sibérie étaient résistantes et laborieuses, les gens étaient bons et honnêtes. Donc, on ne sait pas qui a qualifié ainsi les populations autochtones de la Sibérie. Est-ce qu'on peut déjà qualifier ainsi les populations de tout un continent? Comment oser en douter? Presque.
Ensuite, les causes et les conséquences des événements sont clairement établies. Et là, ce sont donc ces fameuses diapolistes qui sont présentes pratiquement dans chaque présentation. Donc là, à gauche, les exemples des diapos qui vont donc parler des causes, par exemple de la chute d'un organe consultatif que Ivan le Terrible avait instauré et puis enfermé, supprimé. Donc voilà, il y a la liste des causes, il n'y a qu'à apprendre. Ou encore le bilan ou les conséquences. Là, ce sont les deux diapos à droite. Le premier cas, c'est les conséquences de la politique de Stolypine. La deuxième, ce sont les conséquences de la première étape de la Grande Guerre patriotique. Donc, voilà, encore des listes, et il y en a vraiment beaucoup. Ensuite, et d'ailleurs, oui, on trouve, il y a sur 2 diapos, j'ai quand même trouvé toujours ce mot objectif qui renvoie, c'est vraiment un mot particulier qui renvoie à la grille de lecture marxiste de l'histoire. De manière générale, on ne dit pas ou rarement d'où proviennent les informations, et d'ailleurs on y trouve ce phénomène un peu étrange, les citations, donc des passages entre les guillemets, mais on ne sait pas qui l'a dit, donc il n'y a pas de, l'auteur n'est pas indiqué. Et d'ailleurs, toujours pour parler du plagiat, dans mon corpus, il y a 2 diaporamas qui sont identiques, déposés sous 2 noms différents. Et manifestement, en tout cas, les modérateurs du site ne sont pas gênés par ça, ou ne l'ont peut-être pas vu. Mais voilà. Les exercices proposés visent essentiellement la mémorisation, et aux questions posées, il y a presque toujours une bonne réponse. Donc on voit ces séquences où on pose d'abord la question. Donc j'imagine, encore une fois c'est moi qui imagine, que l'auteur va poser la question aux élèves, l'enseignant, et puis il va ensuite passer un slide qui donne la bonne réponse, justement comme ici par exemple. Est-ce que le règne d'Ivan le Terrible a eu des traits positifs, des conséquences positives? Et oui, il y en a eu. Donc il y a quelques réformes, et la politique, le rattachement des canaux d'Astrakhan, de Kazan, etc. Ce sont plutôt des aspects géopolitiques. Ou encore là, c'est une séquence qui porte sur la collectivisation et l'industrialisation stalinienne, et donc la question en bas avec un point d'exclamation: pourquoi l'URSS n'a pas emprunté la voie occidentale de l'industrialisation qui a commencé par l'industrie légère et ensuite avant de construire l'industrie lourde? Et la réponse, c'est que c'est la dernière phrase: la Grande Guerre patriotique a commencé 10 années plus tard. Et il y a également la citation de Staline qu'on trouve pratiquement dans tous les manuels, et également qui justifie cette politique. Voilà, nous avons 5 à 100 ans de retard par rapport aux puissances occidentales. Donc soit nous avons 10 ans pour parcourir ce chemin, soit nous le faisons, soit nous serons écrasés. Troisième grand point, l'histoire scolaire est perçue comme un outil d'éducation patriotique et doté d'une forte composante émotionnelle. Donc ça se traduit d'abord, notamment dans 6 présentations, par le fait que les auteurs se donnent clairement pour objectif de développer le sentiment patriotique, de renforcer la perception émotionnelle, d'inculquer le sentiment de fierté et le respect pour le passé héroïque de la Russie. Donc là, on retrouve les passages des standards éducatifs. Ensuite, il y a des épigraphes qui sont présents dans certaines séquences, et qui sont en fait des grandes phrases, des illustres qui font appel au besoin d'aimer sa patrie, de connaître son histoire. Et bien sûr, la lecture non critique du passé transparaît à travers le contenu
des diaporamas. Donc d'abord on y trouve la présentation des figures historiques comme héros, comme des saints. Il y a notamment il y a d'ailleurs deux présentations qui ont une forte dimension confessionnelle orthodoxe, celle qui parle du prince Dimitri Droskov et celle qui parle du prince Alexandre Nevsky. Alors cette dernière c'est vraiment une hagiographie et non pas une présentation d'une figure politique. Il y a également une idée que toute politique, toute gouvernance a eu des conséquences positives et donc a finalement contribué à édifier ce qui est la Russie aujourd'hui. Et cette dimension patriotique transparaît également à travers le lexique, puisque les diapos vont parler de la grandeur de l'État, des exploits des grands hommes, des héros, et même, on le trouve même dans les titres qui peuvent être formulés comme le grand réformateur Stolypine ou le début des œuvres glorieuses de Pierre Ier. Et le dernier petit point, comme à l'époque soviétique, l'histoire enseignée est celle de l'État, de ses chefs et de ses hommes illustres. Et lorsque, par exemple, il s'agit de l'histoire d'une guerre, d'une campagne militaire, et se résume souvent au déplacement des armées, aux batailles et à la présentation des généraux. Et donc, quelle conclusion on peut en tirer? Je termine avec cette question. Y a-t-il une crise d'enseignement de l'histoire en Russie? Alors, tout dépend certainement de ce qu'on entend encore par une crise, mais en tout cas, je n'ai pas l'impression que les acteurs de l'histoire scolaire russe ont le sentiment qu'elle traverse une crise. Bien au contraire, c'est dans les années 90 qu'ils se sentaient en crise, quand l'URSS s'est effondrée et tout un récit si bien établi, et toute une didactique si bien rodée ont été remis en question. La quête d'une simplicité et l'embarras devant l'obligation de choisir allait toujours de pair avec les réclamations des manuels plus patriotiques, plus unifiés, etc. Et donc, à travers cette analyse de présentation, on peut effectivement constater une vraie synergie entre le curriculum formel et le curriculum réel, les deux renvoyant un modèle de l'enseignement de l'histoire à l'école qui est plutôt bien établi, bien ancré. Si le modèle narratif a triomphé, comme le montrent justement ces présentations, c'est parce que la dimension éducative de l'histoire scolaire n'a jamais été abandonnée et sa mission, qui consiste à forger des patriotes, n'a jamais été remise en cause. Et donc, on peut poser cette question tout à fait légitime, mais qu'est-ce qui va se passer quand, pour des raisons purement démographiques, il n'y aura plus d'enseignants ou d'auteurs des manuels qui ont étudié, même pas à l'école primaire, en URSS. La conception de l'histoire scolaire, qui a largement, vous avez vu, héritée du modèle soviétique, est-ce qu'elle peut survivre aux personnes qui ont été formées dans des institutions soviétique. Et c'est justement la question que se pose la sociologue russe que j'ai citée, Anna Sanina, et elle mobilise donc ce concept habitus de Bourdieu pour expliquer ce comportement, et justement en parlant des enseignants, elle remarque que les études de leurs identités sociales et culturelles révèlent le caractère durable de leurs habitudes. Donc, en tout cas, voilà, on ne peut pas se prononcer sur l'avenir, mais pour le moment, cette vision utilitaire de l'histoire scolaire semble résister à l'épreuve du temps et au très lent renouvellement générationnel. Et donc, y a-t-il une crise de l'enseignement de l'histoire en Russie? Peut-être pas, mais en Europe, oui, puisque la Russie fait quand même partie de l'Europe géographiquement, culturellement, et la présence d'un modèle de l'enseignement de l'histoire si replié sur soi, sur son propre héritage, sur ses propres pratiques, si isolé, est à mon sens une source de fragilité pour l'Europe et peut-être même pour le monde. J'ai terminé. Merci.